nos parents respectifs ne voyaient pas du tout d'un bon œil notre mariage. Et il avait fallu que je parte de chez moi, que je leur dise, qu'ils comprennent en fait, ils ont mis 3 mois à comprendre que je me mariais sans eux. Bonjour à tous, bienvenue dans Objection, l'entretien. Bonjour Maître Fabrice Divisio. Bonjour. Un entretien particulier aujourd'hui, Fabrice. Il faut expliquer que c'est un entretien qui s'est un peu improvisé à la dernière minute. Je vous laisse nous présenter l'invité qui va nous accompagner dans cette vidéo. Oh, l'invité, tout le monde la connaît. Tous ceux qui me connaissent la connaissent. C'est Claire. Claire, ma merveilleuse épouse. Claire, qui est le grand amour de ma vie. Mais Claire qui n'avait pas encore forcément de visage pour tout le monde, ça ne la dérangeait pas forcément d'ailleurs. Il fallait justement que ça change. Exactement. Voilà. Bonjour Claire. Bonjour. On est très ravis, on est ravis évidemment d'aborder le sujet qui va suivre avec vous. Je précise que cette vidéo est à retrouver sur la chaîne YouTube Droit de Parole. Merci de vous abonner. Vous pouvez aussi liker ou commenter la vidéo. Alors Fabrice, pourquoi avoir voulu parler de mariage et surtout pourquoi avoir voulu parler de votre mariage ? Parce que je pense que, d'abord, je trouve que c'est extrêmement important que Claire puisse être entendue. On m'a beaucoup entendu pour ce qui me concerne. On m'entend peut-être même trop depuis maintenant presque 5 ans, finalement. On est en 2025 bientôt, presque 5 ans. Mais au fond, personne n'a vraiment entendu Claire. Or, le problème, c'est que moi, je l'entends, Claire. Et je l'entends au quotidien. Et je pense que le monde perd quelque chose à pas l'entendre. Je pense que véritablement, le public, les gens, perdent quelque chose. Ceux qui nous regardent auraient perdu quelque chose à ne pas l'entendre. Vous nous dites que l'on vous entend dans les médias, évidemment, depuis près de 5 ans, et que vous entendez Claire, votre épouse, au quotidien. Ça veut dire que, forcément, la présence de Claire, le discours de Claire dans votre vie, dans votre quotidien, influence aussi vos prises de parole, vos prises de position d'une certaine façon ? En fait, Claire est mon sparring partner préféré, si je puis dire. C'est-à-dire que, indépendamment de ça, c'est celle qui partage tout dans ma vie, qui partage mes doutes, qui partage mes combats, qui partage mes coups de gueule, qui est l'incarnation aussi de la patience et de la douceur. Et je trouvais que dans un monde de brut, dans un monde dur, dans un monde vraiment difficile, avoir une parole de douceur, ce que je n'incarne absolument pas, pouvait être absolument rafraîchissant. Qui vous supporte aussi d'une certaine façon, on peut le dire aussi. Est-ce que... On va donner c'est à Claire de répondre à cette question. Combien d'années de mariage, Claire ? 25. 25. Bientôt 26. Sparring partner, ça c'est les mots de Fabrice. Vous diriez, vous direz la même chose ? Et on a un mariage assez particulier parce qu'on est H24 ensemble en fait. On travaille ensemble, on vit ensemble et quand l'un n'est pas là, l'autre est un peu déboussolé parce qu'il lui manque son meilleur ami à ses côtés. Et oui, je pense que... C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites vous travaillez ensemble. Donc 25 ans de mariage, ça fait combien de temps que vous collaborez aussi professionnellement ensemble ? Eh bien, ça doit faire 18 ans. 18 ans. Ouais. Donc ça veut dire, entre guillemets, qu'il n'y a jamais de pause, finalement. Non, on ramène les problèmes du bureau à la maison, et les problèmes de la maison au bureau, c'est pas toujours simple. Oui, mais on ramène aussi les joies du bureau à la maison et les joies de la maison au bureau. Bien sûr. Bien sûr. Quelles sont les exigences du mariage? Quels sont les piliers du mariage chrétien, Fabrice Divisio? La confiance. Je pense que le premier que je mettrais en avant, c'est la confiance. Avoir confiance en l'autre, ça c'est le premier point. Avoir, dans le mariage chrétien, avoir confiance en Dieu. Et être capable de se dire que l'autre a été choisi pour moi. Moi, c'est un truc qui m'a fasciné le jour de notre mariage, 31 juillet 99, ça m'a fasciné quand Claire remontait l'hôtel, enfin vers l'hôtel, quoi, remontait l'allée centrale vers l'hôtel, ce sentiment qui m'a jamais quitté depuis, que Dieu me l'a confié. C'est-à-dire que vraiment cette espèce de sentiment un peu curieux que le Père me dit, depuis toute éternité,
celle-ci qui est mon enfant bien-aimé et que j'aime, voici maintenant que je te la confie. Et c'est une responsabilité absolument colossale. Et c'est vrai qu'à un instant, j'ai eu la tentation de me sentir un peu écrasé par la responsabilité. Alors, elle est tellement merveilleuse, elle est tellement extraordinaire. C'est cette espèce de lumière sur son visage quand elle remontait l'allée. Me disant, mais est-ce que je suis vraiment digne de la recevoir? Et au fond, on s'aperçoit que non, on n'est pas digne. Et c'est ça le propre du mariage chrétien. C'est la confiance. La confiance dans la puissance de Dieu au secours de la faiblesse de l'homme. Claire, est-ce que c'est un sentiment que vous avez partagé, que vous avez ressenti aussi, vous, il y a 25 ans, lors de votre mariage? Non, je sais plus ce que j'ai ressenti. J'étais juste tellement heureuse de ce jour pour lequel on avait bataillé. Pourquoi? Pour quelle raison batailler? Nos parents respectifs ne voyaient pas du tout d'un bon œil notre mariage. Et il avait fallu que je parte de chez moi, que je leur dise, qu'ils comprennent en fait. Ils ont mis 3 mois à comprendre que je me mariais sans eux, quand même. Vous vous êtes mariée sans vos parents? Non, ils ont mis 3 mois à comprendre que s'ils ne faisaient pas un pas vers moi, on allait se marier, genre Fabrice et moi et nos témoins. Ça ne nous dérangeait pas. C'était pas, ça nous suffisait en fait. Ils sont revenus et on s'est quand même mariés. On a quand même eu une belle fête de famille. Mais on a bataillé pour l'avoir. Des deux côtés? Des deux côtés. Est-ce qu'on peut revenir justement plusieurs années en arrière? Est-ce qu'on peut justement revenir un petit peu sur la naissance finalement de votre union, peut-être même sur votre rencontre? Qu'est-ce qui aussi a pu poser à un moment donné problème avant votre mariage? Alors, notre rencontre, nos enfants nous disent qu'on a des techniques de drague, mais vraiment nulles. Parce qu'on s'est rencontrés sur une question, qu'est-ce que la liberté? Et est-ce que je l'exerce en choisissant? Ou est-ce que de ne pas choisir, ça me rend plus libre? Parce que j'ai tous les choix possibles. Ou est-ce qu'en faisant un choix, par exemple, de se marier avec Fabrice, pas avec un autre, finalement, j'ai restreint ma liberté puisque je ne regarde pas les autres hommes comme je regarde Fabrice et je choisis de vivre avec lui toute ma vie. Et est-ce que ça, c'est vraiment la liberté ou la liberté, c'est de ne pas choisir? Alors, pour qu'on comprenne bien, parce que vous nous dites la rencontre, c'est basé sur une question. Ouais. Mais concrètement, c'était dans un bar? C'était avec des amis? C'était le pèlerinage de Notre-Dame de France à Reims pour aller voir le pape Jean-Paul II. Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes rencontrés? Ouais. Sur la route. Fabrice? Oui, on s'est rencontrés effectivement un peu incidemment, mais sur cette question où, dans le cadre du pèlerinage, on a donc discuté et Claire, à ce moment-là, me dit être en fin de cycle, pour le coup, de philo. Moi, j'achevais aussi le mien propre, pour le coup. En tout cas, j'étais quasiment à la fin du mien. Et on a discuté d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin pendant presque toute une journée, en fait, sur la notion de liberté. Comment est-ce qu'Aristote entendait la liberté? Et est-ce que je suis libre en exerçant, comme le dit Claire, ma liberté précisément? Est-ce que quand je fais un choix, je suis libre ou j'aliène ma liberté? Et ce qui était... Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu l'entrée en matière, mais ce qui nous a surtout frappé dans cette rencontre, c'est qu'on s'est sentis proches, extrêmement proches l'un de l'autre. Et curieusement, en fait, c'est-à-dire que... C'était très bizarre. Très bizarre, on s'est sentis d'une grande proximité qui fait que de cette discussion très théorique et très philosophique, on en est progressivement arrivé à une discussion plus intime, en se dévoilant l'un à l'autre. Et ce qui fait, je crois, le socle de ce mariage et qui ne nous a jamais quittés depuis, c'est qu'on s'est rencontrés sur nos faiblesses. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est important. On ne s'est pas montré sur notre meilleur jour. Il n'y a pas eu, en fait, de technique de drague, pour reprendre l'expression de nos enfants. Il n'y a pas eu de volonté de montrer ses muscles, de se montrer sous le meilleur jour. Au contraire. Il y a eu cette, quelque part même, impérieuse nécessité qui s'est imposée à nous de dire à l'autre, regarde comme je suis faible. Comme pour le prévenir, en quelque sorte, que si ça allait plus loin, eh bien, il fallait qu'il sache
que nous étions faibles, à l'histoire compliquée, avec nos blessures propres. Et c'est sur ces blessures et sur cette histoire que nous sommes rencontrés, et sur cette blessure et cette histoire que notre couple, en fait, s'est fondé, et c'est sur celle-ci que ce mariage s'est fondé. Quel a été le problème, Fabrice, avec vos familles ? Oh, le problème, il est toujours la présence de l'autre. C'est-à-dire que moi, mes parents considéraient que j'étais bien trop jeune pour me marier. J'avais, je ne sais même plus quel âge d'ailleurs. Tu t'es marié à 25 ans ? J'étais vraiment très jeune alors. J'avais 25 ans, effectivement, et mes parents considéraient, je n'avais pas tout à fait fini mes études, mes parents considéraient que c'était bien trop tôt. Et quant aux parents de Claire, c'était un peu plus compliqué parce que j'étais fils d'ouvrier, d'immigrés italiens, et que je n'appartenais pas, soyons clairs, à la même classe sociale que ces derniers, et ça posait un problème. Ces différences-là, elles ne sont évidemment pas inédites. Ce sont des histoires que l'on rencontre dans énormément de familles, dans énormément de couples. Pourquoi est-ce que les questions d'origine sociale, pourquoi est-ce que toutes ces questions-là liées aussi au parcours professionnel peuvent poser problème dans le mariage, et en quoi la foi chrétienne peut aussi venir en aide à ces barrières? D'abord, je crois que c'est naturel. C'est-à-dire que Claire et moi avons une vision un peu... Je pense que à l'époque, on ne s'en rendait pas compte, mais c'est vrai que peut-être que, en tant que parents maintenant, si on voyait notre couple incarné par nos enfants et quelqu'un d'autre, on ne serait peut-être pas forcément rassuré. On aurait peut-être peur pour... oui, c'est ça. Pour ce ce couple. Ce que dit Claire est vraiment intéressant. Parce qu'on était vraiment tellement différents. On est tellement différents. On est tellement différents. Et c'est vrai que cette différence, on l'a dit toujours comme une richesse, mais elle est d'abord une différence. En fait, avoir une richesse, elle est une différence objective. Et donc, de milieux sociaux différents, d'origines différentes, de parcours différents, voilà. Et moi, je n'ai aucune peine, et je ne blâmerai pas les parents de Claire, par exemple, d'avoir voulu pour leur fille bien-aimée quelqu'un de mieux que moi. C'est au contraire le signe d'un amour pour elle. Alors après, là où précisément votre question est intéressante, c'est sur la foi chrétienne. Attention, parce que les parents chrétiens doivent transcender ça. Et ils doivent se demander si finalement ce qui leur est présenté sous les yeux là est le fruit d'un discernement objectif. Est-ce que c'est un appel du Christ dans leur vie? Qu'est-ce que c'est au fond? Est-ce que c'est juste quelque chose de passage? Est-ce que c'est au fond véritablement quelque chose qui s'enracine dans une foi commune? Et cette foi commune, elle est peut-être ce qui fait le ciment d'un couple pourtant différent a priori, premier élément. Deuxième élément, je crois que là où la foi chrétienne aide aussi, c'est à nourrir l'espérance et, au fond, à aider le jeune couple. Moi, je crois qu'aujourd'hui, cette question se présentait, au lieu de rejeter, j'accompagnerais, en fait. J'essaierais. Cette question se présentera un jour. Oui, en tout cas, est-ce qu'elle se présentera en ces termes? Oui, en ces termes, non. Oui, bien sûr. Mais vous avez des enfants. Bien sûr. Et j'imagine que il y a une réflexion autour de ça, autour de ce que vous avez vécu, qui va forcément aussi nourrir d'une façon ou d'une autre la réflexion que vous pourrez avoir en ce qui concerne vos enfants. Oui, effectivement. Avec un élément, c'est que je crois que nous, je pense que ça, ce à quoi on aspire, c'est à les accompagner. Et s'ils font une erreur, si on pense qu'ils font une erreur, leur dire. Mais c'est pas parce qu'on le leur dit que pour le coup, on s'arrête à ça et ils doivent nécessairement changer d'avis. Ouais. Il s'agit de les accompagner et d'argumenter et de prier et d'être capable effectivement de venir considérer aussi que Dieu écrit droit avec des lignes courbes et qu'au fond, il y a une dimension extrêmement importante qu'il ne faut pas négliger, qui ne fait pas tout, mais qui quand même est un accomplissement, qu'est le sacrement du mariage. Mais en fait, tout Claire. Ça aussi part du fait qu'on a essayé d'instaurer avec nos enfants un dialogue. Depuis qu'ils sont petits, on aime discuter avec eux et c'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans ma famille. Papa était celui qui avait raison
Et si on n'avait pas la même opinion que lui, on était forcément dans l'erreur. Donc déjà, la différence, elle est là. Voilà, déjà la différence, elle est là. Il n'y avait pas de dialogue possible. Et donc, quand on n'a pas pris l'habitude du dialogue dès le départ avec ses enfants, je pense que quand arrive la grande question du couple, et qu'on se dit « Ah, je le sens pas », mais on est de suite plus fermé. On n'a pas pris cette habitude du dialogue, et donc on n'y arrive pas. Même si si on souhaite y arriver, il y a trop de tension. On n'a pas pris cette habitude. Moi, je sais que j'ai appris à discuter avec Fabrice. Je savais pas discuter avant. Pour moi, le monde était noir ou blanc. On avait raison ou on avait tort. Il n'y avait pas de juste milieu. Il n'y avait pas de possibilité d'argumenter. C'est vrai que ça, c'est un élément extrêmement important parce que moi, j'ai toujours été moi, je suis converti, et ce qui m'a fasciné dans le christianisme, moi, l'homme de la parole, pour le coup, c'est le fait que le Verbe se fasse chair. Le Verbe se fait chair et il est habité parmi nous. On n'imagine pas le logos, en fait, la parole, tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tout à coup, les mots, on le sait, les mots blessent, les mots rassurent, les mots provoquent effectivement quelque chose. Ils font exister ou ils peuvent détruire. Et c'est pour ça que Claire parlait du dialogue, et j'irai plus loin, c'est la notion de mots et de paroles. Quelle parole on a avec nos enfants? On a toujours essayé, modestement, avec humilité, avec nos enfants, d'avoir une parole qui soit une parole libératrice, et jamais une parole qui enferme. Pour le coup, de façon à ce que, si la question du couple et de la différence se pose, eh bien, nous ayons toujours cette capacité à pouvoir se faire écoute de nos enfants et que ces derniers sachent que notre parole ne sera jamais une parole qui enferme, mais toujours une parole de bienveillance et de libération. Je voudrais qu'on vienne sur la première question que je vous ai posée au début de cette vidéo. Je vous ai demandé pourquoi est-ce que vous avez voulu parler de votre mariage. Vous nous disiez, hein, évidemment, en début, que ça fait près de 5 ans aujourd'hui que l'on vous connaît. C'est un sujet que vous n'avez pas souvent abordé, que vous avez abordé récemment à la télévision dans une émission de Jordan Deluxe. Oui, parce que c'est lui qui m'a posé la question en parlant, parce que j'avais fait une conférence, puis j'en ai un petit peu parlé incidemment, et puis Jordan Deluxe a tenu à ce qu'on insiste un peu sur ce passage, qu'on passe un peu lentement sur cette question du mariage, des 25 ans de mariage, qu'il décrivait comme extraordinaire, comme si c'était quelque chose d'inhabituel et quelque chose qui presque méritait une consécration. En 2024, c'est un peu le cas. J'en sais rien, en fait. Je sais pas. Moi, je me pose pas ces questions-là. Moi, vous savez, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Je suis pas un théoricien du mariage. Je suis un praticien de mon mariage. Non, mais vous observez la société. Vous êtes aussi un observateur de. Oui, mais ce que j'observe, c'est que tout le monde n'est pas marié avec Claire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Non, mais c'est ça que j'observe d'abord. C'est que moi, je suis marié à quelqu'un qui est patiente. Ouais. Quelqu'un qui est d'une bienveillance, voilà, bref, qui est la bienveillance, en fait. Quelqu'un qui est d'une douceur exceptionnelle, quelqu'un qui est tout à chacun, qui a cette capacité dans cette famille à se rendre disponible, à être toute entière à chacun. À partir de là, le mariage, c'est pas très compliqué, quoi. Oui, mais Fabrice, ça, c'est votre mariage, ça, c'est clair. Oui. Quel regard est-ce que vous portez sur le mariage d'une manière générale, sur notre société aujourd'hui, sur le mariage chrétien? Je sais pas si je... je sais pas. Est-ce qu'on peut parler des obligations? On a parlé tout à l'heure des exigences. Quel mot? On a parlé des exigences du mariage chrétien. Il y a aussi des obligations dans le mariage. Oui. Oui, une. Laquelle? Une. C'est de préférer l'autre à soi-même. C'est vraiment de se dire que l'autre... C'est pas facile, hein. C'est loin d'être facile. Mais c'est tout l'enjeu, je crois. C'est que dans le mariage chrétien, c'est de considérer l'autre comme visage du Christ. Et que donc, au-delà de ses limites, de ses défauts, de tout ce qu'il y a, eh bien, il y a cette lumière du Christ. Et en fait, tout l'enjeu du mariage chrétien, voyez-vous, en y réfléchissant, en parlant, je réalise que, en fait, c'est un combat. Le mariage chrétien. Vous avez d'un côté, moi, Claire, c'est très caractéristique. J'ai affaire à une femme exceptionnelle. Vraiment. Vous avez bien fait de venir, hein, Claire. Non, mais vraiment. Je me mettrai à rougir bientôt. Elle le disait tout à l'heure. Je ne m'imagine pas aujourd'hui travailler sans elle, par exemple. Je ne m'imagine pas vivre sans elle. Je ne m'imagine pas passer
on est vraiment tout le temps ensemble. Et en fait, la tentation là-dedans, il y en a deux, en fait. La première, c'est de considérer l'autre, en voyant ses limites, et considérer que ces limites, elles la définissent. Or, c'est pas vrai. Ces limites, elles sont celles qui sont celles de son humanité, et c'est l'aimer dans ses limites, avec ses limites, mais surtout dans celles-ci, en fait, tout l'enjeu. Et donc, le combat, il est là. C'est-à-dire, il y a d'un côté les limites qui nous empêchent de voir la lumière, en fait, qui resplendit. Voilà. Le côté exceptionnel de Claire, évidemment que parfois, il est plus difficile à voir qu'à certains autres moments, mais parce que c'est le propre de la tentation que d'enfermer l'autre, en fait. C'est ça, en fait. Il y a tout de même des obligations dans le mariage, qu'on le veuille ou non, liées justement à la chrétienté. Il y a des obligations qui incombent d'ailleurs à la religion chrétienne et que l'on ne retrouve pas forcément dans d'autres religions. Je pense notamment, ou en tous les cas, parce que, il y a un contrat en tous les cas. Lorsqu'on se mariage, c'est un contrat, non, vous n'êtes pas d'accord avec ce terme. Non, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de contrat. Laissez ça aux juristes. Non. Dans le mariage chrétien, il n'y a que de l'amour. Le Christ ne fait pas un contrat avec l'homme. Le Christ se donne à l'homme. Et dans le mariage, c'est un don. Et c'est un don total de soi-même. C'est un mariage à trois. C'est le mariage d'un couple de deux faiblesses unies par une force, unis par une toute-puissance. Ces deux faiblesses unies par une toute-puissance. Moi, je vous garantis que si le mariage n'avait pas été indissoluble, par exemple, vous savez que ce qui caractérise le mariage chrétien, ce cas catholique, c'est son indissolubilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture du mariage. C'est sur ce sujet que je voulais effectivement... Oui, mais c'est par cette indissolubilité que je trouve ma liberté. Et ça, c'est une particularité du mariage chrétien et du mariage catholique. Catholique, parce que, en fait, l'Église est suffisamment mère de sagesse pour dire, les copains, vous, là, tous les deux, vous n'y arriverez pas. C'est tellement exigeant, le mariage. La vie à deux, c'est tellement exigeant que tout seul, vous n'y arriverez pas. Et que la seule possibilité que vous ayez pour vivre un mariage heureux, c'est que vous unissiez vos faiblesses dans la toute-puissance de celui qui, précisément, vous unit. Et comme la promesse de Dieu est indissoluble, Dieu s'engage et ne revient jamais sur son engagement, eh bien c'est pareil entre vous, parce que cet engagement, il est scellé. C'est l'alliance de Dieu avec son peuple, c'est l'alliance de Dieu avec chacun de nous. C'est exceptionnel. Claire ? Je veux dire, c'est très libérateur, en fait, parce que on se dispute comme tout le monde, et c'est vrai qu'il y a des fois, on se dit, mais c'est pas possible, on va jamais y arriver à trouver un terrain d'entente. Il pense comme si, je pense diamétralement opposé sur un point, et où est-ce qu'on va arriver à être unis? Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui lâche plus facilement dans ces moments-là? Généralement, je suis plus conciliante. Et Fabrice est Fabrice est avocat, donc il sait vendre son opinion, il sait plaider, dirons-nous. C'est son boulot. Moi, donc il plaide avec vous aussi, des fois, parfois. Parfois, oui. Mais moi, j'ai le verbe moins facile, ça se voit assez vite. Je manie moins facilement les mots, et souvent... Quand je dis quelque chose, Fabrice me dit « Oui, mais si tu dis ça, alors je peux te dire ça ». Et je me retrouve avec ce que je viens de dire qui se retourne un peu contre moi. C'est pas forcément toujours évident, mais tout ça pour dire que le fait que le mariage soit indissoluble et le fait qu'on sache que l'autre va pas, sous le coup de l'émotion, claquer la porte et s'en aller, mais qui va être toujours là, je trouve ça très libérateur parce que c'est l'assurance de dire voilà, aujourd'hui on n'y arrive pas, avant de se coucher, vraiment, je te demande pardon si je t'ai blessé, voilà, on n'arrive pas à s'entendre, mais je te promets, on va reprendre la discussion,
c'est pas terminé, c'est pas parce qu'on s'entend pas ce soir, aujourd'hui, que voilà, tout est fini entre nous et que je vais partir. Et puis il y a un paramètre que je voulais ajouter, c'est que vous savez, 25 ans, vous avez réagi sur 25 ans. C'est long, 25 ans, mais c'est très court finalement, quand on mesure bien. Et toute la difficulté, c'est que l'échelle du temps de l'homme est rarement l'échelle du temps de l'amour. En fait, on voudrait une série américaine ou un film américain dans lequel, au début, ils se détestent, ou j'exagère, voilà, ils ont du mal à s'ajuster, puis à la fin, c'est le grand amour, là, ça c'est happy end. La vie, c'est pas ça. Ils se détestent au milieu, en général. J'essaie au milieu, généralement, les happy end, ils se marient et ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà, mais les crasses, on les voit après le mariage. En fait, ce qu'il faut bien mesurer, c'est que, moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est que, au fond, l'échelle d'une vie, c'est d'abord du quotidien, quoi. C'est-à-dire que c'est dans le quotidien. Et en fait, c'est bien beau, tout ça, mais c'est dans le quotidien qu'il faut supporter l'autre. Et l'autre, il a une histoire qui me précède. Et en plus, il ne va pas dans un autre boulot que... Enfin, en plus, nous, c'est une force. Alors, nous, c'est une force et une fragilité de travailler ensemble. Bien sûr. Et complètement. Et il y a beaucoup de couples qui... justement, souhaitent éviter ce genre de choses pour ne pas se fragiliser davantage. C'est-à-dire que c'est un risque quand on prend leur... Imaginez, moi, ce que je pourrais pas supporter comme ça, là, spontanément, c'est que j'ai donné ma vie à Claire. Et au fond, c'est celle que je verrai le moins dans ma journée. Je sais pas comment on fait. J'entends bien que... C'est quand même 90% des je sais pas comment couples, font 90% des couples. Je sais que moi, je pourrais pas. C'est-à-dire que j'ai besoin... Enfin, parce que je crois que on a du mal à mesurer combien j'ai besoin de la présence presque permanente de Claire dans ma vie pour me dire, attends, là, tu es vraiment sûr de vouloir faire ça, là? Ah, t'as fini tes conneries, là? L'espèce de voix de la conscience. Claire est la voix de ma conscience, en fait. Jiminy Cricket. Qui me freine. Parce que j'ai tendance à aller très vite, donc qui me freine. Qui maintenant me connaît quand même vachement bien et donc se laisse plus embobiner par mes techniques de séduction, par mes sophismes. Et en fait, on a construit quelque chose. Ce qui est l'image qui me vient dans le couple, dans notre couple en tout cas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut facilement transposer. C'est que c'est une montagne, en fait, un couple que vous gravissez à pied. En fait, pas en téléphérique, mais à pied. Et donc, à la fin, au fond, c'est le chemin qui donne sens au but. Et à la fin, votre coucher de soleil, votre lever de soleil, en sera d'autant plus apprécié que vous avez peiné pour y parvenir. Et je crois que c'est d'une des difficultés de notre société. C'est qu'au fond, on n'a plus le sens de l'effort et on a toujours l'impression que l'amour ne nécessite pas d'effort. Mais s'il y a bien un truc qui nécessite de l'effort, c'est l'amour. Parce que c'est pas naturel, en fait, d'aimer. Ça va pas de soi, aimer l'autre, jusqu'à se donner à lui. Vous abordiez tout à l'heure le sujet de la rupture qui n'existe pas donc, dans le mariage catholique, qui existe, quoi qu'on en dise, dans notre société. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire finalement à un homme, à une femme qui se retrouve à un moment donné dans leur vie au bord de cette rupture pour tout un tas de raisons? Tenez ferme le mât de l'espérance. Allez chercher... Vous voyez, ça va avec une autre question. C'est pourquoi je me suis marié. Vous savez, il y a un élément, les tempêtes, on en a traversé un certain nombre. Des tempêtes majeures pour certaines. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas lâché le mât de l'espérance? Parce que quand j'avais 25 ans, quand j'avais 23 ans, j'ai voulu savoir pourquoi je me mariais. J'ai voulu savoir quelles étaient les raisons profondes qui me poussaient à me marier, et je voulais anticiper, si je puis dire, ce qui allait advenir à 10 ans de mariage, 15 ans de mariage, 20 ans de mariage. Je voulais qu'on m'explique, à travers la sagesse de l'Église notamment, ce qui allait m'attendre. Quel était le chemin que j'allais parcourir. Alors, quelles étaient ces raisons? D'abord, la première raison, c'est que je me suis marié parce que j'aimais profondément Claire, mais je me suis aussi marié pour pouvoir l'aimer davantage. Et donc, j'ai voulu me poser la question, qu'est-ce que ça veut dire, l'aimer davantage? Premier élément. Deuxième élément, quelles sont les tempêtes auxquelles le couple allait devoir faire face? Qu'est-ce que l'Église nous dit à ce sujet? Et comment y faire face?
Et ben je vais vous dire, quand vous êtes calé à 23 ans là-dessus, et quand vous vous souvenez à 40 ans, à 45, à 35, que ah mais ça je me souviens effectivement, donc c'est normal ce qu'on traverse au fond. Et ben c'est hyper rassurant. En fait, c'est peut-être dire aux jeunes qui veulent s'engager ou qui sont peut-être mal en ce moment dans leur couple, mais peut-être faites une pause, peut-être redonnez-vous une chance en essayant de voir l'autre avec des yeux, avec les yeux que vous aviez au premier moment. Est-ce que c'est possible, ça, quand on a 20, 30 ans de mariage, par exemple? Est-ce que c'est possible de regarder l'autre avec les yeux du début? On dit souvent que l'étincelle du début, elle ne peut pas revenir. Non. C'est ce que je disais à Claire aujourd'hui. Je la regardais, elle était en pleine lumière, et je la regardais. Je disais, mais c'est incroyable, comme t'es belle, en fait. Je veux dire, comme tu es... Enfin, espèce d'élan, là, je sais pas, d'amour. Elle est... Enfin, je l'aime fondamentalement beaucoup plus qu'au premier jour. Et d'une façon différente, Fabrice. Mais non, mais plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Elle est mon âme sœur. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, la passion, elle est forcément passagère. Parce que... L'amour est là, mais non, mais il y a une différence entre l'amour. L'amour et la passion, ce n'est pas la même chose. Non, parce que... pas de passion pour moi. Mais si, mon chéri. Voici absolument choqué. J'apprends un truc ce soir. J'ai posé une question que je n'aurais pas dû poser. Tu n'es pas passionné de moi. Mais, non, mais on parle souvent les papillons dans le ventre, voilà, toutes ces choses-là que l'on a lors d'une première rencontre. Ces choses-là, à un moment donné, elles n'existent plus. On peut les retrouver, mais je veux dire, l'amour du cinéma américain, c'est pas le véritable amour, ça n'existe pas dans la vraie vie, c'est passager. Si vous attendez l'amour comme dans les films, vous allez le vivre 1, 2, 3 ans. Et après... forcément, le truc que vous trouviez tellement mignon chez l'autre, il va vous agacer énormément. L'amour dure 3 ans, c'était le titre d'un livre ou d'un film. Oui, les deux. Les deux, oui. Et forcément, ça va vous horripiler, ce petit truc que vous trouviez tellement mignon avant. Mais si vous vous laissez juste horripiler par ça, mais vous allez aimer de 3 ans en 3 ans en 3 ans et jamais rien construire. Ce qu'il faut, c'est accepter que... vous avez idéalisé l'autre parce que c'est normal. Vous avez d'abord vu ses bons côtés, tout ce qui était beau chez lui, tout ce qui... Ça a été le moteur. Voilà, ça a été le moteur, c'est normal. Mais l'autre, il a ses côtés sombres, comme vous d'ailleurs. Peut-être que ce qu'il trouvait adorable chez vous, ça l'horripile aussi de son côté, et que donc il faut apprendre à dire... justement, à discuter avec l'autre, dire, voilà, tu sais, ça vraiment, j'y arrive plus. Essaye de, vraiment, quand tu fais ça, essaye de réagir plutôt comme ça, de mettre un peu d'eau dans ton vin, voilà. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples? Vous parliez de tempêtes que vous avez traversées. Est-ce qu'on peut... En citer une pour donner un exemple, pour que ce soit concret. Concrètement. Fabrice. Très concrètement dans notre couple, en fait, pour le coup. Sans chercher à réveiller de mauvais souvenirs. Non, c'est pas ça du tout. Mais je suis un spéculatif. Je ne vois rien de matériel. C'est-à-dire que je vis depuis 5 ans au même endroit, je ne sais toujours pas où sont les verres, et je ne sais toujours pas où sont les couteaux. Je suis incapable, en fait, je ne les vois même pas. Ça, c'est embêtant. Mais oui, mais je ne les vois pas. Parce que quand je parle de mon cas personnel, mon épouse, ça pourrait énormément l'agacer. Oui, je pense que la mienne, ça... Voilà. Je suis incapable... Par exemple, ces trucs matériels, c'est le quotidien, c'est le linge sale, c'est tout ce que vous voulez. Ouais. Je ne sers à rien. Non, mais c'est vrai, je ne sers absolument à rien. Je veux dire, en tous les cas, dans le quotidien, dans la vie de la maison. Je vous jure que je suis le mec qui, au quotidien, ne sert à rien, à que dalle, que quick. Parce que moi, je suis toujours en train de spéculer. Donc, typiquement, je veux dire que je réfléchis les trucs. Un exemple qui me vient comme ça, c'est je suis le mec qui, effectivement, ne sait pas où sont les couteaux, mais qui va être capable de vous expliquer pendant 10 minutes que quand même, je trouve que le tiroir, là,
il a quelque chose quand même d'assez singulier dans son aspect. Et je me demande effectivement s'il n'a pas quelque chose de profondément littéraire. Non. Et là, vous avez Claire qui arrive, et si elle ne met pas une baffe, c'est parce que c'est Claire, quoi. Voilà. Parce qu'elle a beaucoup de patience. Voilà, parce qu'elle a beaucoup de patience. Parce que j'ai renoncé à te dire, donne-moi un couteau. Bon, alors après c'est pas un exemple de tempête. Non. Non, alors c'est pas un exemple de tempête, mais quand même, parce que du coup, Claire est seule. C'est une vérité. Parce que forcément que, je veux dire, pendant que moi je donne un exemple très précis, le comble de l'égoïsme, c'est lorsque il est 21h30, que moi je monte parce que vous comprenez, j'ai un temps de lecture, parce que c'est important de prendre un temps pour soi, et que Claire est au feu, en train de faire le ménage, en train de machin. C'est concret, je veux dire. Vous savez, les tempêtes, pour le coup, dans les couples, évidemment qu'il y a des grosses tempêtes, mais c'est l'accumulation des vents forts qui va, à un moment donné, fragiliser votre couple. C'est ce quotidien qui va poser problème. C'est cette incapacité que vous avez à exprimer à l'autre ce que vous ressentez. C'est cette capacité, bien sûr que je ne parle pas je parle pas des situations graves d'adultère ou ce que vous voulez, qui sont des vraies tempêtes, et où c'est vraiment, il y a des situations dramatiques, mais au fond, ça procède du même ordre. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que c'est un problème de degré et pas de nature, parce que c'est l'égoïsme, ce qui me caractérise dans mon couple. C'est une forme d'égoïsme duquel il faut que je réussisse que j'essaye en tout cas de combattre, et dans lequel je ne me complais pas. Mais c'est vrai que c'est une vraie problématique. Sans compter que, enfin, il y a un dernier point, c'est qu'on n'a pas du tout le même rythme. Pas du tout. Et puis, pas le même rythme, pas la même manière de penser. Donc on est différents. Et la tempête, elle vient d'où ? Elle vient de la différence. C'est quelque chose qui vous a posé problème à des moments, Claire, le fait que Fabrice, à 21h30, se dise voilà, je vais monter pour lire un livre, pendant que vous... Est-ce qu'en tous les cas, c'est quelque chose qu'il a fallu apprendre à gérer ? Ça m'a posé problème, oui. Mais pas plus que ça, parce que je sais que... D'abord, s'il vient m'aider, ça va mettre plus de temps. Pour être clair. Finalement, si je le fais toute seule, c'est plié en un quart d'heure. Et si on le fait à deux, ce sera une demi-heure. Donc, peut-être que voilà, j'ai été pratico-pratique et je me suis dit, un quart d'heure, c'est mieux. Et je sais qu'après, lui est mieux aussi. Et que donc, on va pouvoir... passer à autre chose. Voilà. Mais il a fallu que je le réalise. C'est aussi une façon de se connaître, de connaître l'autre, et de se compléter. Oui. Je crois qu'il y a surtout un aspect qui me semble fondamental. Il y en a 3, mais retenons-en au moins 2. C'est le partage et le pardon. La prière est extrêmement importante parce qu'elle nous décentre de nous-mêmes, et c'est le plus difficile en couple. Vous savez, c'est Saint-Ex, c'est pour ça que Peggy, je confonds, peu importe, il y en a un des deux qui écrivait « Aimer, c'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction ». Et bien en fait, c'est ça le truc. Il faut trouver une direction commune, et donc le risque, c'est de se regarder l'un l'autre. Donc si vous voulez regarder ensemble dans la même direction, ça veut dire ensemble et faire la même direction. Et donc il faut réussir à se décentrer. C'est ce qu'offre la prière. C'est le plus compliqué. Et alors, quel rôle, justement, quel rôle joue la prière dans votre couple et dans votre mariage, Fabrice ? Il y a le rôle qu'elle joue et le rôle qu'elle devrait jouer. Il y a le rôle qu'elle a joué, le rôle qu'elle joue maintenant. C'est pas un truc qui est linéaire. C'est pas linéaire. Sur 25 ans, c'est pas linéaire. Non, c'est pas linéaire. On a eu ça devrait l'être ou... Ça peut pas. Ça peut pas. Ça peut pas. Parce qu'on n'est pas les mêmes à 15 ans de mariage et à 25 ans. Mais je crois que j'insiste beaucoup sur cette dimension du pardon et du partage, pour le coup. Ne jamais se coucher sans demander pardon à l'autre quand on l'a blessé. Même si on ne sait pas pourquoi on l'a blessé, mais ça se sent. Et ça, c'est quelque chose que vous faites tous les soirs ? Pas forcément. Je n'ai pas forcément blessé tous les soirs. Mais quand je sens... Comment ça Mais quand on sent une tension, dire à l'autre, écoute... Là, je suis trop fatiguée. Je ne peux pas en parler avec toi maintenant, mais je te demande pardon si je t'ai blessée et on en parle demain si tu veux. Et puis, il y a une dimension avec laquelle moi, je voudrais insister, c'est faites-vous aider. N'attendez pas, parler de tempête, n'attendez pas la tempête, le cyclone pour vous faire aider. Quand vous sentez que ça commence, le vent commence à souffler et qu'il commence effectivement à vous déstabiliser, faites-vous aider.
Nous, on s'est fait aider à des moments. On s'est fait aider, alors par des ânes battés, mais ça c'est autre chose. Mais pour quelle raison? Parce que moi ça me saoule genre de truc. Mais bon. Mais quand vous dites que vous vous êtes fait aider, c'est par des thérapeutes de couple? Oui, par des thérapeutes de couple. À un moment, oui, on a eu besoin pour restaurer le dialogue. Et d'ailleurs, c'est. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Claire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je ne savais pas dialoguer. J'ai toujours du mal d'ailleurs parce que les mots sortent plus difficilement que Fabrice qui, lui, il joue au squash avec les mots. Moi, non. Donc, on a besoin de réapprendre à écouter l'autre. Et vous voyez, elle dit quelque chose de fondamental. Je joue au squash avec les mots. C'est vrai. Et du coup, elle se prend la balle en pleine gueule bien des fois. Mes mots sont, au moment de la crise, dans une crise, ça c'est un truc qu'on a dû corriger et guérir de ça aussi, c'est que moi, j'utilise mes mots comme une arme contre elle. Et du coup, comme elle a du mal... Elle ne sait pas les renvoyer. Elle ne sait pas les renvoyer. Il y a un côté, forcément, dans la colère, qui est toujours très mauvaise conseillère, eh ben, je continue d'envoyer, moi. Et en quoi, et ce sera ma dernière question, en quoi votre foi chrétienne, votre foi catholique vous aide au quotidien et a été peut-être le remède justement de nombreuses crises, ces fameuses crises passagères dont on parle? Pour ce qui me concerne, c'est simple. C'est que chaque fois que j'étais en colère contre Claire, mais elle est nulle là, hein, j'ai toujours cette image, cette idée que le Christ me regardait en me disant, alors tu veux qu'on parle de toi? Est-ce que tu veux qu'on parle de toi 5 minutes? Non, parce que tu fais le kéké là avec elle. Avec celle que j'aime par-dessus tout, tu fais le kéké. Maintenant, on va parler un peu de toi. On va parler de ta faiblesse et de la manière dont moi je t'aime. Et si je te traitais avec la même condescendance, disons ça comme ça, par exemple, la même colère qu'avec celle que tu traites Claire, ça fait longtemps que tu serais mort, mon ami. Or, en toi, j'ai mis tout mon amour. Donc, en général, voilà, ça me suffit. Moi, Claire? Moi, je pense que c'est vraiment... demander pardon à l'autre. Demander pardon à l'autre et c'est pas rabaissant. C'est avoir l'humilité de dire je suis pas parfaite et je te blesse et c'est moi qui ai le pouvoir de te blesser le plus fort en fait parce que c'est moi que tu aimes. Donc ce qui va te blesser venant de moi sera beaucoup plus blessant que venant de n'importe qui, forcément. Et donc j'ai d'autant plus de pardon à te demander parce que je te fais plus mal que n'importe qui au monde. Ce sont de belles paroles, hein. Oui, et je crois qu'elles sont fondamentales, avec un élément peut-être en complément. Apprenez à marcher au rythme de l'autre, l'un et l'autre. Accélérez et ralentissez à la fois, je veux dire. Ajustez-vous au pas de l'autre. Et c'est ça qui, je crois, fait un couple heureux. C'est pas facile de faire ça, pour le coup. Mais je salue la délicatesse de Claire qui a réussi à accélérer. Et toi qui as réussi à ralentir. Et moi, j'ai ralenti. Et c'est ça qui, je crois, fait la particularité de ce couple. Sans compter que, je voudrais vraiment juste dire ça, aimer, c'est pas se regarder l'un l'autre. Néanmoins, apprenez à regarder l'autre. Contemplez-le. Et c'est beau. Moi, je passe mes journées à contempler Claire. Elle ne le sait pas toujours, mais je passe, quand on travaille ensemble, dans le bureau d'à côté, je passe mes journées à la contempler. Et c'est beau de vous avoir réunis tous les deux sur un plateau. Ouais, c'était bien. C'était pas du tout prévu, on le rappelle encore une fois. Non. Et ça fait un peu bouche-trou, ça fait là. un bon moment, absolument pas. Absolument pas, parce que ça nous a permis d'aborder un sujet peut-être fondamental. C'est fondamental. Je crois que l'amour est fondamental. Merci à tous les deux, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Pensez à liker si vous avez aimé, bien sûr, et à commenter. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Droit de Parole. Un grand merci à Fabrice Divisio et puis un grand merci à Claire Divisio. À très vite pour un nouveau numéro d'Objection.